Le phénomène El Niño. Qui en a déjà entendu parler? Oui. Qu'est-ce que tu en sais? Lorsque la mer, elle, Ça, c'est tsunami. C'est tsunami. elle dit, c'est un vent plutôt. C'est pas un vent. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Comment? C'est un aléa climatique. Bon, El Niño, bon, moi je ne connaissais pas, j'ai vu les impacts d'El Niño en 84, sécheresse, il y a eu une sécheresse terrible même en Côte d'Ivoire. Une sécheresse terrible en Côte d'Ivoire où il y a eu, c'est quand la Côte d'Ivoire a organisé la CAN pour la première fois ici. On a perdu face au Cameroun là. Je ne sais pas si c'était en demi, en quart de. Est-ce que c'était en huitième de finale, mais pas aller loin. J'espère que cette fois-ci, là, l'année prochaine, là, on va aller plus loin. Bon, alors, en 84, là, il y a eu une sécheresse terrible ici. Il y a eu pas mal d'incendies. Quand la sécheresse, il y a beaucoup d'incendies. Et surtout à cette période de saison sèche, là, il suffit de mettre un feu quelque part, là, ça se propage très, très vite. Parce que tout a commencé à dessécher, et manque de pluie, les barrages étaient vraiment, les niveaux de l'eau dans les barrages étaient très bas, parce qu'il y avait une très grande sécheresse. Alors, El Niño, c'est un mot espagnol qui va dire l'enfant, un enfant. El Niño, c'est un enfant. Pour ceux qui ont fait l'espagnol, hein? Niño, c'est un enfant. Alors, au Pérou, ils ont de manière permanente de l'eau froide sur la côte. L'eau froide. Et cette eau froide-là, grâce à cette eau froide qu'on appelle un upwelling, c'est des remontées d'eau froide. C'est-à-dire que il y a un upwelling qui est saisonnier le long de la côte ivoirienne, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Un upwelling. Pour ceux qui sont à Abidjan au mois d'août, il fait très frais. Il fait frais. Au mois d'août, que vous soyez à Abidjan, à Sini, sur le long de la côte, hein, il fait frais. C'est parce que dans la structure verticale de l'océan, la température décroît de la surface au fond. Donc les eaux fondes sont beaucoup plus froides que les eaux de surface. Dans un upwelling classique qu'on appelle le type Ekman, les eaux de surface sont chassées, sont repoussées au large par les vents. Donc, pour compenser cela, l'eau qui est en subsurface remonte. Or, elle est plus froide que les eaux de surface. Ça fait que ici, pendant les mois de la mi-juillet jusqu'en septembre, on a cette fraîcheur-là qu'on observe le long des zones côtières. Parce qu'il y a un upwelling côtier. Cet upwelling côtier, il est tellement important que depuis les années, il a été découvert par un chercheur français qui s'appelle Marley, dans les années 50 là-bas. Il y a eu des études qui ont été menées jusqu'à les années 70, jusqu'à les années 80, 85. Alors, le Niño de 82-83 a fait que
tous les chercheurs de l'IRD, de l'Oxfam qui étaient dans cette zone-là, dans nos zones-là, ils se sont déportés dans le Pacifique pour pouvoir étudier ce phénomène. Parce que les conséquences sont énormes. On verra ça tout à l'heure. Alors, ce tapoiling-là, c'est une remontée d'eau froide. Et comme vous l'avez dit, il y a interaction entre l'atmosphère et l'océan. Donc, ça va rafraîchir l'air. Et donc, on aura une température de l'air qui sert. Et puis, ça va dessécher l'humidité de l'air. Ça va faire que les pluies de juin, juillet vont s'arrêter. Quand la poiling prend place, la pluie s'arrête parce qu'il va dessécher l'humidité de l'air. Puisque l'eau est froide, et donc avec l'interaction, ça va dessécher l'humidité de l'air. Alors, depuis que je suis là, on est en train d'étudier, il y a eu plusieurs thèses là-dessus, on n'a pas encore fini, d'ailleurs, on ne comprend pas. On n'a pas encore compris les causes de ce tapoiling-là. C'est-à-dire les responsables, les causes profondes de la mise en place de ce point. Comment il s'est mis en place? Il y a eu plusieurs hypothèses qu'on n'a pas encore pu valider parce que on n'a pas aussi fait des mesures adéquates aussi. Alors, il y a deux questions. Soit les instruments qu'on utilise ne sont pas suffisants pour voir, soit nous-mêmes on ne comprend pas le phénomène. Alors, cet tapoiling, il y a un tapoiling de ce type-là du côté de la Namibie, qu'on appelle l'apoiling de Benguela. Il y a un apoiling le long des côtes mauritaniennes, marocaines, sénégalaises. C'est l'apoiling des Canaries. Vous voyez que toutes les sardines que vous voyez dans nos magasins ici, là, viennent du Maroc. Parce que cet apoiling-là, dans cet apoiling, c'est bon? Yes. Ah, qu'est-ce que je fais? Je reviens au Zoom. Yes. Puis partage. Du coup, là, on est où ça d'ailleurs? Ah oui, voilà. Puis, il faut enregistrer ou bien la pause, ça enregistre. OK. Alors, donc, sur les côtes péruviennes, il y a un apoiling permanent. Donc, là-bas, il y a une pêche aux anchois. Je ne sais pas si le Pérou, c'est pêche aux anchois très, très abondante. Et puis, à la fin de l'année 82, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de poissons morts à la surface de l'eau. Parce que les eaux se sont réchauffées. Donc, ils ont trouvé ça, c'est comme c'était en décembre, vers la fête de Noël, ils ont appelé ça l'enfant Jésus, c'est-à-dire l'igno. Pour eux, c'est un phénomène de ce type-là qui se passe. Parce qu'ils ne comprennent pas que ces eaux-là se réchauffent brutalement comme ça. Et puis, bon, il y a des poissons et tout ce que... Bon. Alors,
qu'est-ce que c'est ce phénomène del Niño? Alors, nous sommes sur les côtes péruviennes ici. Hein? Peut-être qu'il y a d'autres. Voilà. Ici, on voit un peu plus. De manière ordinaire, vous avez ici l'Amérique du Sud, vous avez le Pérou ici. Il y a les alizés qui soufflent d'ouest vers l'est. Les alizés. Et de l'est vers l'ouest. D'accord? Ce sont les vents qui soufflent dans l'équateur, est vers l'ouest. Et qu'est-ce qu'ils font ces alizés-là? Ils vont repousser les eaux chaudes. La surface, parce qu'on est dans la zone équatoriale, là, ces eaux-là sont chaudes. Ils vont les repousser à l'ouest du bassin. Quand on repousse les eaux chaudes qui sont à la surface, qu'est-ce que c'est? Les eaux froides qui sont en dessous remontent. Donc ici, on peut avoir de l'eau autour de 22 degrés. Mais ces vents-là soufflent de manière permanente le long de l'équateur. Ce sont les alizés. Et donc, ils maintiennent l'eau froide le long de la côte péruvienne et de l'autre côté, on a un bassin d'eau chaude. Donc, qu'est-ce qui se passe des deux côtés? Du côté des côtes péruviennes et du côté de l'Australie là-bas. Là où il y a des eaux chaudes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pluies abondantes, puisqu'il y a beaucoup d'évaporation. Mais du côté du Pérou et autres, là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de pluie. Les eaux sont froides. Et puis, ils sont contents de pêcher. Ils pêchent énormément. Alors, El Niño intervient, se produit quand les alizés faiblissent. Quand les alizés faiblissent, qu'est-ce qui va se passer? L'eau chaude va revenir. Ah oui, l'eau chaude va revenir. C'est-à-dire que c'est comme vous avez une pente. Hein? Oui. Et donc, les eaux chaudes qui sont du côté du bassin ouest, ils vont revenir vers l'est. Et donc, les eaux qui étaient à 22 degrés vont subitement commencer à remonter jusqu'à 26 degrés. Et comme les bestioles là, sont habituées à vivre à la température de 21-22 degrés, ils ne supportent plus cette température de 26 degrés. Ils ne supportent pas cette température et vont mourir. Et c'est ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle El Niño. El Niño, c'est une anomalie. C'est-à-dire que les alizés qui soufflaient avec une certaine intensité et qui maintenaient, qui repoussaient les eaux chaudes vers le bassin, on appelle ça Wampool, ils repoussaient ça dans l'ouest du bassin, vers l'Australie, l'Indonésie, etc. Eh bien, ces alizés-là, les vents, on dit les vents alizés plus faibles. C'est plus faible. Donc, les eaux plus chaudes se déplacent vers l'est. Et donc, vont contribuer à réchauffer. Donc, il va y avoir une hausse de la température de l'eau et c'est ça qu'on appelle El Niño. Hein? Vous avez compris, ce n'est pas El Niño, c'est une anomalie liée au fait que les alizés faiblissent et que les eaux chaudes qui sont accumulées dans le bassin ouest reviennent vers l'est. Donc, vont créer une anomalie sur les zones océaniques du bassin est. Donc,
En temps normal, voici les alizés qui soufflent. Vous voyez l'intensité du vent. Donc, il repousse. Tout ce qui est rouge, ça veut dire que c'est chaud. Ce qui est bleu, c'est froid. Donc, ici, il va y avoir des... ça, c'est la Niña d'ailleurs, c'est-à-dire en période de la Niña, c'est-à-dire en période normale, les eaux chaudes sont repoussées dans le bassin ouest. Il va pleuvoir dans ces zones-là. L'Indonésie, l'Australie et autres. Vous ne savez pas si vous avez entendu parler de fois en Australie, il y a des sécheresses terribles. C'est dû au fait que, à cette époque-là, quand il y a El Niño, c'est quand il y a El Niño ici, c'est-à-dire que vous voyez comment sont représentés les alizés ici. Les alizés faiblissent et donc les eaux chaudes vont tendance à revenir vers l'est. Et donc les pluies, il va y avoir des pluies plus en plus importantes ici. Et de l'autre côté là-bas, il va y avoir la sécheresse. Parce que les eaux auront tendance à, la température de l'eau là-bas, de ce côté-là, aura tendance à baisser. Donc, il y aura de moins en moins d'humidité dans l'air, donc il va pleuvoir de moins en moins, alors que ce sont des zones qui pleuvaient énormément pendant, c'est pas Lyon, c'est quand il y a la Niña, c'est-à-dire c'est quand les vents sont, les alizés sont très forts. Ils ont des précipitations permanentes, etc. Mais la période des lignes, ces eaux chaudes-là reviennent vers le bassin est et donc les eaux vont là-bas, les températures de l'eau vont diminuer un peu plus, donc il va y avoir la sécheresse. Il y a eu un ligne il y a 3 ans ou 4 ans quelque part là-bas. En Afrique du Sud, c'était la sécheresse. Je me rappelle que les gens partaient chercher de l'eau dans les bidons partout en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous avez vu cet épisode-là. C'était un phénomène d'El Niño. C'était une année El Niño. Alors, pour une autre illustration encore, quand il y a El Niño, vous voyez les alizés faibles. Et donc ici, tout ce qui est en bleu, c'est l'eau froide. Et ici, l'eau froide aura tendance à remonter. Et puis, l'eau chaude, c'est comme un basculement, en fait. Donc ici, il va y avoir l'arrêt de la poêle, c'est-à-dire ils n'auront plus sur les côtes là les eaux froides dans lesquelles on avait une abondance d'activité biologique et qui permet d'avoir de pouvoir de pêcher énormément dans ces zones. Donc, il va y avoir la sécheresse ici. Par contre, ici, qu'est-ce qui va se passer? Des pluies. Il va y avoir des pluies et il va y avoir la sécheresse dans ce bassin, de ce côté du bassin de l'Australie. Bon, je pense que l'essentiel, c'est de retenir ça. D'accord? Ici, donc, le Pérou, là. Australie. La Niña, oui, c'est un abaissement occasionne la température des eaux de surface dans l'est du Pacifique équatorial. C'est-à-dire, c'est le contraire, c'est-à-dire là où, du côté de l'est du Pacifique, il y a de l'eau froide. C'est ce qu'on a de manière permanente quand les alizés sont forts. C'est ça qu'on a la Niña. Et quand les alizés sont faibles, on a El Niño. En période de la Niña, c'est ça qu'on a. C'est-à-dire, les alizés sont forts, il y a des pluies dans le bassin
dans le bassin ouest, il y a la poiline du côté des côtes péruviennes, etc. La thermocline, c'est la thermocline. Vous avez dans l'océan, vous avez une masse d'eau avec une température qui est quasiment constante, salinité constante. Et puis, il y a une profondeur à partir de laquelle, clac, la température commence à décoller. C'est là qu'on appelle la thermocline. C'est-à-dire qu'il y a des variations, des variations assez importantes de la température en fonction de la profondeur de la saison. Et la thermocline. Les conséquences des Niño, ce n'est pas seulement les conséquences de El Niño pour les producteurs de maïs du Malawi, du Zimbabwe, du Kenya, les producteurs de riz en Indonésie et de blé australien. El Niño peut avoir des conséquences désastreuses à cause de la sécheresse qu'il entraîne. Il y a eu en 2015, quand il y a eu El Niño de 2015, sur toute la bande sahélienne, là, il y a eu une diminution vraiment des quantités de pluie qu'on a observées. Ceux qui sont en ligne, là, il y a des questions? Ça va? Ça va, ça va, professeur. Donc, pour les producteurs de maïs de Malawi, l'Afrique de l'Est, et puis en Indonésie aussi. Alors, prions pour qu'il n'y ait pas de Niño catastrophiques, parce que tout notre riz qu'on consomme ici, là, ça vient de ces pays-là. Si un Niño très, très intense se produit dans ces zones-là, c'est-à-dire qui dure assez longtemps, je pense qu'on va manger du manioc. Hein? D'accord? Peut-être c'est ça qui va nous permettre de prendre le relais et de mettre en valeur toutes les terres, tous les bas-fonds que nous avons ici. Parce qu'au Japon, là, les terres qui sont utilisées pour cultiver le riz, là, c'est peut-être 10 à 20 fois moins que ce qu'on a ici. Mais bien sûr, parce que nous, en fait, on a tout en abondance. Et quand on a tout à l'œil, là, bon, on ne fait pas d'efforts. Oui, mais quand on sera coincé, là, je pense qu'on va réfléchir autrement. Je pense que le temps arrive. Bon. Donc, à l'inverse, pour les pêcheurs chiliens, El Niño peut avoir un autre avantage. La modification de la température de l'océan le long des côtes pouvant être à l'origine de la prolifération des poissons dans les eaux de leur pays. C'est-à-dire, vous voyez, il y a du côté du Pérou. Ouais, je vais vous montrer. Il y avait une carte ici, là. Vous voyez ici, l'eau se réchauffe ici, mais ici, l'eau sera un peu plus froide qu'ici. Donc, les poissons auront tendance à migrer vers ces zones-là. Donc, pour eux, c'est une aubaine. Quand il y a un Niño, ils sont contents parce qu'au Chili, ils vont avoir, parce qu'au Chili, les températures sont beaucoup plus faibles ici. Et ils vont avoir une pêche beaucoup plus abondante pendant cette période-là, d'El Niño. Donc, on dit à l'inverse, pour les pêcheurs chiliens, El Niño peut être un avantage. La modification de la température de l'océan le long des côtes pouvant être à l'origine des proliférations des poissons dans les eaux de leur pays. Alors, depuis que ce phénomène est apparu, il y a une surveillance qui est réalisée au sein du bassin, c'est-à-dire du Pacifique tropical. Il est surveillé en permanence. Il y a un programme d'études des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe qu'on a baptisé TAO, qui a été lancé dans les années 80 pour la compréhension du phénomène ENSO, c'est-à-dire El Niño Southern, comment on appelle ça? Je vais vous dire. Parce qu'en réalité,
ce phénomène-là, El Niño Southern Oscillation. Voilà, ce phénomène-là, il n'est pas qu'océanique. C'est quoi? C'est l'interaction océan-atmosphère. Vous avez du vent qui est maintenu. Pourquoi est-ce que ces vents-là vont faiblir? Ça, c'est une question que je vous pose. C'est dû à quoi? Les vents faiblissent. Et alors, vous avez donc les eaux chaudes qui sont dans le bassin ouest, qui vont être repoussées vers le bassin est. Donc, c'est un phénomène océanique, mais aussi atmosphérique, puisque les vents sont mis en œuvre. D'accord? C'est ça qu'on appelle ENSO. Alors, je vous ai dit qu'il y a une surveillance accrue dans cette zone-là. Il y a ici, ce qui est en rouge là, ce sont des bouées. Est-ce qu'on voit mieux ici? Donc, je vois, ah non. Non, on ne voit pas mieux. Voilà, il y a des bouées qui sont le long de l'équateur. Il y a des bouées qui sont mises ici. Vous voyez? Vous avez aussi des tag gauge stations, c'est-à-dire en jaune là, ce sont des marégraphes qui sont installés pour mesurer la variation du niveau de la mer. Vous avez des satellites en vert, vous avez des bouées dérivantes et vous avez les bateaux, ce qu'on appelle des bateaux Voluntary Observation Ships, c'est-à-dire qu'un bateau de commerce même, on peut utiliser les données, c'est-à-dire les bateaux de commerce, en général, ils sont équipés d'instruments de mesure de la salinité, la température, etc., etc. Ces données-là, on les récupère aussi. Vous voyez, en mer, ce n'est pas seulement les stations de mesure fixes là qu'on utilise, mais on utilise aussi les données bateaux, c'est-à-dire tous les bateaux qui sillonnent les océans ont des instruments de mesure et ces données-là sont récupérées pour pouvoir avoir des informations sur les océans. Donc, on utilise les satellites, on utilise des bouées, donc il y a des bouées fixes, il y a des bouées dérivantes, il y a des stations marégraphiques, etc. Et puis, c'est tous ces instruments-là permettent de pouvoir bien observer cette zone-là, parce que les conséquences ne sont pas que observées dans ce bassin-là, mais à l'échelle globale. Comme vous avez vu, en Afrique de l'Est, le phénomène, même en Afrique de l'Ouest, on a observé les conséquences des El Niño, depuis la sécheresse en 92 en Afrique de l'Ouest ici. En Afrique de l'Est, dans l'océan Indien, on a vu que les pays comme le Malawi, le Kenya, l'Afrique du Sud sont fortement impactés. Donc, c'est un phénomène qu'il faut surveiller de manière quasi permanente. Et on utilise toutes sortes de systèmes pour pouvoir le surveiller. Et on se rend compte qu'il y a un cycle, hein, c'est-à-dire tous les 7-8 ans, on observe un phénomène El Niño. Mais l'intensité n'est pas la même. Il y a des El Niño qui sont dans la mémoire des gens, que les gens ne vont jamais oublier. Et puis, bon, chaque année, il y a aussi, c'est comme les tremblements de terre, la terre tremble en permanence, quasiment, mais bon, c'est l'intensité. Il y a des petits choses qu'on ne sent pas.
On dit les phénomènes El Niño se produisent tous les 2 à 7 ans. Et une référence à l'enfant Jésus, car El Niño frappe au plus fort des alentours de Noël. Bon, donc voilà quelques... Alors, l'épisode del Niño 97-90 a été le plus catastrophique du XXe siècle. Alors, quand El Niño se produit aussi, il y a des conséquences là. Ce n'est pas que sur le plan climatique, mais aussi politique. C'est-à-dire que quand il y a la sécheresse, quand il y a la famine, il y a ceci, cela, il y a des révoltes hein, dans les pays. Hein? Dans les pays, c'est-à-dire dans ces zones où il y a... Bon, pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, est-ce qu'on peut voir le système climatique? Peut-être qu'on peut voir tout ça là. Hein? Il est quelle heure? Vous voulez faire une pause qu'on continue ou bien qu'est-ce qu'on fait? Hein? On peut arrêter pour aujourd'hui. Toi, tu es au loin là, c'est ça, tu dis qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Oui, professeur, comme nous, on souffre, comme c'est compliqué, là, ça cause de ça. Qu'est-ce qui est compliqué? Ah, vous, pour avoir du temps. Oui, professeur. C'est ça même. D'accord. OK, donc on va